Nous enchaînons avec Christophe Laporte qui va nous présenter son sujet « Microserveur, l'accès aux données ». Je rappelle à ceux surtout qui viennent de nous rejoindre qu'il y aura une RAF à la fin. Les primes sont vraiment alléchantes et restez des notes jusqu'à la fin. Et vous aurez la chance de partir avec une prime, c'est sans doute. Donc, Christophe Laporte, qui était là l'an dernier, qui revient, à qui sans plus tarder, je vais demander de partager son écran, de se présenter et de démarrer avec sa présentation. Donc, Christophe, à vous l'antenne. Ok, merci Annie, bonjour à tous. Est-ce que tu vois bien mon écran? Parfait. Oui, ça va. Parfait. Merci Annie, merci à Jean d'avoir organisé cet événement. Bienvenue à tous, j'espère que vous passez une bonne journée sur le SQL Saturday IT 2023. Effectivement, une nouvelle édition. Bienvenue à vous sur cette session pendant laquelle nous allons parler des structures de données, de la manière d'accéder, de lire les données dans SQL Server. Le sujet peut paraître trivial, mais finalement, il y a quand même beaucoup de concepts qui se cachent derrière, qu'il est très intéressant de connaître, que l'on soit administrateur ou que l'on soit développeur en termes de base de données. Et pour rebondir sur le propos de Davidson, qui était juste avant moi, qui parlait des formations en ligne, des formations en présentiel, oui, n'hésitez pas à utiliser un maximum les formations en ligne. Ça vous permettra d'acquérir de la connaissance. Et le jour où vous avez la chance de participer à une formation en présentiel, vous aurez d'autant plus de matière, d'autant plus, je dirais, de connaissances pour poser des questions aux formateurs et d'augmenter encore votre capital connaissance. Pour ma part, Christophe Laporte, je travaille sur SQL Server depuis le siècle dernier maintenant, depuis 1997. J'ai commencé avec la version 6.5 et j'ai suivi au fur et à mesure les différentes versions de SQL Server jusqu'aux dernières, voire même jusqu'à tout ce qui se passe côté cloud sur Azure chez Microsoft ou bien sur Amazon AWS et potentiellement sur du Google GCP. J'ai créé ma propre société en 2009, basée à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Je suis certifié Microsoft Master sur SQL Server depuis 2008 et je suis également Microsoft MVP. Donc j'ai la chance d'être honoré de la distinction Microsoft MVP sur la partie SQL Server Data Platform depuis 2009. Depuis, donc beaucoup de travail côté infrastructure, côté architecture, SQL Server, de la virtualisation du cloud, avec une très grosse prédominance pour la haute disponibilité et l'optimisation de performance. Je travaille principalement sur de l'audit, sur du conseil. Je donne de temps en temps des formations et j'ai une petite activité de remote DBA pour ceux que cela pourrait intéresser. N'hésitez pas à m'envoyer des emails si vous avez des questions à propos de cette session ou à propos de votre évolution de carrière. Merci à nos sponsors, sans qui ce type d'événement ne pourrait pas avoir lieu, que ce soit Microsoft, que ce soit la communauté, que ce soit Redgate. N'oubliez pas que sans les sponsors, il n'y a pas d'événement et sans vous, participant à l'événement, il n'y aurait pas d'événement non plus. Donc, merci à tous. On va parler des structures de données et principalement, on va s'attarder sur le raw store, donc le magasin de données, on va dire, historique dans SQL Server. Parce que si on regarde des versions récentes de SQL Server, il faudrait rajouter le column store et il faudrait rajouter Hekaton, donc le in-memory OLTP. Mais on va se focaliser pour l'instant sur le raw store. Donc, je dirais les tables traditionnelles dans SQL Server. Et donc, quand on parle de base de données, de raw store, il va falloir essayer de comprendre comment est structurée une base de données. Une base de données, c'est une entité logique. Une entité logique qui va finalement reposer sur un certain nombre de fichiers, des fichiers de données et un journal de transactions. Potentiellement, vous pouvez mettre plusieurs journaux de transactions, mais cela n'a vraiment que très peu d'intérêt. Il y a vraiment des cas ultra spécifiques où ça peut être utile, mais on considère généralement qu'un seul fichier va suffire.
Par contre, pour les données, ça peut être intéressant de, répartir les données dans plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent être eux-mêmes agrégés en ce que l'on appelle des groupes de fichiers. Alors, le groupe de fichiers, c'est une entité purement logique. Elle va vous servir quand vous allez créer une table, quand vous allez créer un index. Quand vous utilisez l'ordre create table, en fait, il y a un paramètre dans cet ordre qui positionne, qui va indiquer à SQL Server où mettre les données de cette table, où mettre les données de cet index. Et ce paramètre-là va se baser sur un file group, sur un groupe de fichiers. Ce groupe de fichiers peut être constitué de un ou plusieurs fichiers. Alors, le primary file group que vous avez dans toute database va contenir le fameux fichier MDF, Master Data File. C'est ce fichier qui va contenir tout simplement les tables système, les premières infos de votre base de données. Si maintenant, quand vous créez votre table, vous ne spécifiez rien de particulier, votre table va aller dans ce fichier-là. Et j'aurais tendance à dire qu'une très grande majorité de bases de données sont constituées de la sorte, avec un seul fichier de données, le primary, donc le fichier MDF. Maintenant, libre à vous de rajouter plusieurs groupes de fichiers, des groupes de fichiers secondaires, dans lesquels on va pouvoir rajouter un ou n fichiers. Alors, il est commun d'utiliser l'extension NDF pour Next Data File, mais ceci dit, si vous voulez les appeler MDF, cela fonctionne aussi. C'est juste que c'est un petit peu moins clair si quelqu'un doit reprendre le travail derrière, autant qu'on ait tous la même terminologie, la même manière de faire. Donc, dans ces fichiers NDF, on va tout simplement retrouver les données de vos tables et de vos index. À titre personnel, si on m'en donne le choix, j'essaye de séparer la partie primary file group, donc le fichier MDF qui va contenir les objets système, et ensuite je vais créer un ou n groupes de fichiers dédiés aux données, voire potentiellement dédiés à de l'archivage si je les mets en lecture seule. Et dans ces groupes de fichiers secondaires, je vais créer mes propres tables. Si on commence à regarder un tout petit peu plus précisément, à l'intérieur d'un fichier NDF ou MDF, on ne va plus faire de distinction à ce niveau-là, les données sont finalement stockées par paquet de 64 kg. Donc, si on prenait un éditeur hexadécimal, on verrait un premier bloc de 64 kg, un deuxième bloc de 64 kg, etc., etc. Ces blocs, on va les appeler des extensions. Et ça va avoir une importance finalement quand on va vouloir allouer de l'espace, parce qu'on va se retrouver avec deux types d'extensions, ce que l'on va voir juste après. Une extension, 64 kg, ça n'est ni plus ni moins qu'une succession de datapages, de blocs de 8 kg qui vont contenir les données de nos tables et de nos index. Donc, la plus petite structure qui va nous permettre de gérer nos données, c'est une datapage. Cette page pèse 8192 octets. On détaillera un tout petit peu après. Et donc, je vais prendre 8 pages consécutives que je vais mettre dans une extension. Cette extension appartient à un fichier. Ce fichier appartient à un groupe de fichiers. Et les groupes de fichiers et les fichiers vont constituer ma base de données. Donc, si on rentre un tout petit peu dans le détail, on va avoir deux types d'extensions par rapport aux bases de données. On va avoir ce que l'on appelle des extensions mixtes. Dans une extension mixte, je vais pouvoir retrouver les données qui appartiennent à plusieurs tables et potentiellement plusieurs index de ces tables. Peu importe en fait. On va considérer que la donnée, au sens général du terme, peut être une donnée d'une table, peut être un enregistrement d'une table, tout comme ça peut être des valeurs d'un index. On ne va pas faire de différence là-dessus. C'est stocké exactement de la même manière. Donc, je vais, dans une extension dite mixte, pouvoir retrouver une table, une deuxième table, une troisième table, des index et mélanger le tout dans un bloc de 64 kg. Or ça, c'est une stratégie qui est utilisée quand on a de très très petits volumes. On ne va pas perdre d'espace. Par contre, si on commence à avoir des grosses tables, dans ce cas-là, on va rapidement basculer sur des extensions dites uniformes. À l'intérieur du bloc de 64 kg, l'intégralité des pages de 8 kg sont allouées, sont affectées à un et un seul objet, que ce soit une table ou que ce soit un index. Donc, par défaut, suivant les versions de SQL Server, vous aurez soit de l'extension mixte, soit de l'extension uniforme.
plus vous avez des versions récentes de SQL Server, plus on bascule sur des extensions uniformes dès le départ, en fait. Alors que si vous avez les versions un petit peu plus anciennes d'SQL Server, on a encore cette notion d'extension mixte. Mais c'est devenu maintenant un paramètre de base de données que vous pouvez retrouver en faisant un clic droit propriété sur vos databases. Si on creuse un tout petit peu, je pense que quand vous avez parlé de performance ou quand vous avez lu des articles relatifs aux problématiques de performance, on vous a peut-être parlé du fameux trace flag 1118. Ce trace flag, en fait, à l'origine, était destiné à modifier le comportement de la base de données TempDB de manière à n'avoir que des extensions uniformes. Cela permettait en fait de réduire la contention sur des objets systèmes, typiquement les pages GAM, SGAM et PFS dont on va parler juste après. Donc le trace flag 1118 était entre guillemets obligatoire pour des versions SQL Server 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014. Et à partir d'SQL Server 2016, ce trace flag 1118 est un trace flag qui est automatique. Il est, je dirais, mis en œuvre automatiquement dans SQL Server. Vous n'avez plus besoin de vous en préoccuper. Et ça devient vraiment intéressant d'avoir ce genre de comportement, ne serait-ce que par rapport à la réduction des goulots d'étranglement sur la TempDB. Donc, on va dire que oui, systématiquement, on utilisait ce trace flag par le passé. Le deuxième trace flag dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le deuxième paramètre dont vous avez entendu parler. C'est donc le paramètre lié aux bases de données que l'on a aujourd'hui dans les instances SQL Server. Et ce paramètre s'appelle Mixed Page Allocation. C'est lui qui va finalement définir est-ce que oui ou non vous souhaitez toujours utiliser des extensions mixtes ou au contraire vous voulez garder le comportement des extensions uniformes que l'on a maintenant par défaut. Donc, historiquement, on pouvait basculer et forcer SQL Server à utiliser des extensions uniformes au travers du trace flag 1118. Et aujourd'hui, c'est le comportement par défaut. Mais si vous souhaitez utiliser l'ancien comportement, parce que vous avez peut-être des tout petits volumes dans vos tables, on peut rebasculer en allocation mixte en utilisant le paramètre de base de données. Si on regarde un tout petit peu cette extension de 8 kg, on a des spécificités sur la première extension que l'on va trouver dans un fichier, que ce soit le fichier MDF, le Master Data File, ou bien le fichier NDF ou les fichiers NDF, donc les fichiers supplémentaires. Tous les fichiers d'une base de données vont avoir exactement la même structure sur les 64 premiers kilooctets. Cette structure, c'est celle-là, c'est cette première extension. Et dans cette première extension, on va retrouver des pages de données, des data pages, qui ont un rôle très particulier dans la base de données. La première page, c'est la page dite PFS, Page Free Space. Cette data page va me permettre finalement de tracer, de voir comment l'espace est utilisé dans la suite du fichier sur les 8088 pages qui vont suivre. Donc, en fait, je vais avoir une page PFS toutes les 8088 pages. Et cette page PFS va me dire, dans les pages qui vont suivre, il y a de l'espace libre à 25%, 50%, 75%. Ça va me permettre tout simplement de tracer l'espace disponible. Et donc, quand on va vouloir faire des inserts, typiquement, on va vouloir allouer de l'espace et on va donc se référer à cette page PFS. Donc, ça peut devenir clairement un goulot d'étranglement quand vous avez une charge de travail qui veut effectuer énormément d'inserts au même moment sur les mêmes objets. La deuxième page, ou le couple de deuxième page, les pages GAM et SGAM, qui elles vont me tracer finalement, m'indiquer comment sont allouées les extensions, donc toujours pareil, les blocs de 64 kg qui vont se suivre. Chacune des pages, que ce soit une GAM ou une SGAM, va me permettre de tracer l'allocation sur 64 000 extensions suivantes. Autrement dit, on va avoir une page GAM et SGAM, un couple de pages GAM et SGAM par bloc de 4 gigas dans notre fichier. Si vous avez un fichier qui fait 8 gigas, vous aurez donc 2 pages GAM, 2 pages SGAM, une au départ et une à la moitié du fichier. La page GAM va être là pour tracer l'occupation sur les extensions uniformes.
Et la page SGAM va être là pour tracer l'occupation, le taux de remplissage pour les extensions mixtes, tout simplement. Ensuite, on va retrouver les pages DCM et BCM. DCM, c'est pour finalement les backups différentiels. Quand vous effectuez un backup complet de votre base de données, sans l'option Copy Only, vous allez effacer cette page DCM. Dès que vous allez faire des inserts, des updates, des deletes, et vous allez donc modifier des données dans des data pages, dans la page DCM va être stocké le numéro, en quelque sorte, la référence de l'extension qui a subi la modification. Le DCM, c'est pour Differential Change Map. Et donc, dans cette page-là, je vais donc enregistrer la liste des blocs de 64 kg qui ont été modifiés depuis le dernier backup complet de ma base. Ce qui fait que quand je vais effectuer un backup différentiel, je vais tout simplement venir regarder dans cette page DCM quelle est la liste des blocs de 64 kg qui ont été modifiés depuis le dernier backup full et je vais donc les sauvegarder. Je vais retrouver une page DCM tous les 4 gigas. Encore une fois, toutes les 64 000 extensions. Ce qui fait qu'en fait, SQL Server va tout simplement tracer les modifications depuis le dernier backup full. La page BCM, elle intervient quand vous faites du bulk insert. Bulk insert, change map, tout simplement, parce que quand vous allez faire du bulk insert, c'est une opération qui n'est pas journalisée de la même manière dans le journal de transaction. Donc, le premier backup log qui va passer ne va pas trouver dans le journal de transaction les informations nécessaires pour remettre la base de données dans l'état où elle est au moment du backup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les datas dans le journal de transaction pour des opérations journalisées en bloc. Ça a été directement écrit dans les fichiers de données. Donc, on va enregistrer dans les pages BCM les extensions qui ont été modifiées au cours d'opérations journalisées en bloc. Ce qui fait que quand je vais faire un backup log, on va venir lire cette page BCM, les pages BCM, et tout simplement aller rechercher dans les données les informations qui pourront permettre de reconstruire la base de données à l'aide du journal de transaction, en tout cas à l'aide du backup du journal de transaction. Donc, quelles que soient les pages que je retrouve ici, on a vraiment des pages qui sont système. Et les principaux goulots d'étranglement se situent sur les pages PFS, GAM, SGAM, qui sont vraiment problématiques, d'où l'utilité, dans certains cas, de partitionner des tables, d'utiliser du Hekaton, par exemple, pour diminuer la contention. Si je zoome un tout petit peu et que l'on rentre maintenant à l'intérieur d'une data page. Une data page, un bloc de 8 kg, est relatif à un et un seul objet, les données d'une table, les données d'un index. À l'intérieur, je vais retrouver finalement des enregistrements. Qu'il s'agisse d'enregistrements d'index ou de table, toujours pareil, ça n'a pas d'importance. La taille maximale d'un enregistrement va être de 8060 octets. Je ne pourrai pas aller au-delà. Ce n'est pas possible dans SQL Server. Et à la limite, si on revient un tout petit peu au siècle passé, SQL Server 6.5, la taille des pages de données était de 2 kg. Donc aujourd'hui, on est à 8 kg et c'est déjà beaucoup mieux. Pourquoi est-ce que je suis limité à 8060 octets? Parce qu'une page pesant 8192 octets, on a réservé 96 octets pour l'entête de la data page. On va aussi réserver au minimum 36 octets dans ce qu'on appelle le tableau d'offset qui se situe à la fin de la data page et qui va me permettre d'ordonner tout simplement les enregistrements à l'intérieur de la page. Et donc, quand on soustrait 96 octets et 36 octets à 8192, on arrive à 8060 octets maximum disponibles. Attention, on ne parle pas des varchar de max, donc des types blob. On est vraiment sur des types de données qui sont in-row. Une table, au sens où nous on le conçoit, ça n'est ni plus ni moins qu'une liste chaînée de data pages. Dans l'entête de la data page, je vais avoir finalement un pointeur qui va me donner le numéro de la page précédente et le numéro de la page suivante. Et donc, quand SQL Server accède aux données, il va tout simplement parcourir cette liste chaînée. C'est ce que l'on va voir par la suite.
Quand on stocke des données dans SQL Server, on a deux possibilités. On va quand même revenir 30 secondes sur une data page. Ça vaut quand même le coup de vous montrer à quoi ressemble une data page. Imaginons par exemple, on va aller dans la base de données AdventureWorks. Et dans ma base de données, je vais tout simplement effectuer un petit select. Alors, je vais zoomer un tout petit peu, histoire que ce soit beaucoup plus clair. Donc, j'ai sélectionné le produit 715. Je vois ici que c'est un jersey, donc un polo avec des manches longues. J'ai mon résultat. Maintenant, SQL Server ne m'indique pas dans quelle data page il a trouvé ces informations. Si je veux le savoir, je peux utiliser des fonctions un tout petit peu cachées. Ne cherchez pas forcément à utiliser ça en production, mais c'est toujours intéressant à connaître. On a une fonction qui s'appelle fn_physLog_formatter qui va me permettre de déterminer où se situe l'enregistrement que je suis en train de visualiser. Donc, je sais que cet enregistrement est présent dans le fichier numéro 1, dans la page 16131, à l'offset 35, donc le 35e enregistrement à l'intérieur de ma data page. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de craquer la data page et donc de voir comment est constituée cette fameuse data page de 8 kg. Donc, je retrouve ici, soit je mets le nom de la base de données, soit je mets 0, la base de données courante. Et donc, l'ordre DBCC page va me permettre de visualiser le contenu d'une page de 8 kg. Dans la base de données courante, dans le fichier numéro 1, la page 16131, et ensuite c'est un format d'affichage, le format 3 étant un format qui me permet de voir les enregistrements de manière assez lisible. Donc, cela me permet de visualiser ma page de données. Je vais retrouver le fameux en-tête dont je vous ai parlé, les 96 octets d'en-tête. Parmi ces 96 octets, je vais retrouver l'object ID. Si je fais un select étoile from 6.tables where object ID est égal à 482, 100, 758, je vais retomber sur ma table product. Ce que je sais également, c'est que mes données sont stockées ici sous forme d'un index cluster. C'est ce qu'on va voir juste après. Index ID est égal à 1, ce sera un index cluster. Je vous ai dit qu'une table, ça n'était ni plus ni moins qu'une liste chaînée à double sens de pages de données. On retrouve ici les informations de pages précédentes et de pages suivantes. J'ai également comme information slot count le nombre d'enregistrements contenus dans la data page. Free count, je vais avoir 108 octets de libre, mais ces 108 octets de libre ne sont présents qu'à partir de l'octet 8000. Etc. Donc, je vais avoir tout un tas d'informations. Et ensuite, je vais retrouver tout simplement les données qui sont liées à chacun de mes enregistrements. Et donc, on a vu que mon enregistrement produit 715 était l'enregistrement 35 dans la data page. Donc, on va très rapidement aller jusqu'au slot 35. 31, 33, 34, on n'est pas très loin. Le slot 35, j'ai bien le produit 715 avec la dénomination de mon produit et toutes les informations liées à mon produit. Alors là, je vois une version, on va dire, présentable de mon enregistrement. Toute la partie qui précède ici, c'est la version hexadécimale. Donc, si vous êtes habitué à lire l'hexadécimal de manière courante, vous avez exactement les mêmes informations. Donc, une page de 8 kg, c'est tout simplement ça. C'est de l'hexadécimal qui va contenir vos informations. Après, pour me faire plaisir, SQL Server me l'affiche dans un format qui est lisible, mais lui n'utilise absolument que de l'hexadécimal. Pour ceux qui sont curieux, si ça vous intéresse, je vous encourage à regarder le contenu d'une page PFS, d'une page GAM, d'une page SGAM. Les slides seront fournis, les fichiers que j'utilise seront aussi disponibles, donc les fichiers de démo seront disponibles. Vous pourrez rejouer tout ça tranquillement chez vous si ça vous intéresse. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder la notion de page de boot. Une boot page dans une base de données va me donner un certain nombre d'informations. Et là, c'est la page 9. Si je regarde cette fameuse boot page pour la base de données AdventureWorks, je vais retrouver à l'intérieur un certain nombre d'informations assez intéressantes.
Typiquement, je vais retrouver forcément le nom de la base de données que l'on a ici. On a le numéro de version de la base de données, on a le numéro de compatibilité, la version de compatibility level de la base de données. Mais chose assez intéressante, si un jour on vous dit oui, mais en fait, quand est-ce qu'on a fait le dernier checkDB? Moi, je m'en souviens pas. Cette information est stockée systématiquement à l'intérieur de la boot page. Et donc, si on descend ici, on a un last known good. J'ai la date de dernier checkDB de ma base de données. Donc, il y a énormément d'informations dans cette boot page. C'est toujours intéressant. Et si je me remets dans la base de données master et que je vais voir la page numéro 10, cette page-là devrait vous parler si vous avez fait du clic droit propriété sur une instance SQL. C'est tout simplement une page qui va contenir la configuration de SQL Server. Donc, quand vous configurez SQL Server, vous allez configurer des informations qui sont liées au verrouillage, à la mémoire, au seuil de coût de parallélisme que je vais retrouver ici. Donc, toutes les informations de configuration peuvent être stockées dans cette page-là. C'est une page très, très particulière. Donc, quand on vous dit que toutes les informations sont stockées dans des pages de 8 kg, la configuration d'SQL Server n'échappe pas à la règle. Revenons à nos moutons. Donc, pour stocker les données, on va avoir deux possibilités au niveau du raw store. Soit les données vont être stockées sous forme de heap, un tas de données, soit ça va être stocké sous forme d'un index cluster. Si je choisis de stocker mes données sous forme de heap, mes enregistrements n'ont absolument aucun ordre spécifique. Ils vont être en fait insérés tels quels dans les data pages, les uns après les autres. Il n'y a pas d'ordre spécifique lié à la valeur d'une colonne. En termes d'avantages, je vais avoir des inserts très rapides. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se poser la question à quel endroit est-ce qu'il faut mettre les données. On sait qu'on va les mettre à la fin de la table. En termes d'inconvénients, on risque d'avoir de l'espace perdu. Typiquement, si je viens à supprimer des enregistrements, je vais donc effacer l'enregistrement de la data page et il va rester tout simplement l'emplacement qui va être non réutilisé. De la même manière, si je fais un update, mais alors un update sur un champ de longueur variable, un varchar. Au départ, quand vous avez fait l'insert, vous avez mis 10 octets dans la colonne de type varchar. Vous vous êtes trompé. Il faut faire un update. On fait passer la colonne à 20 octets. SQL Server va devoir déplacer l'enregistrement et le mettre dans une autre data page. Et pour tout le monde, l'enregistrement est resté à son emplacement d'origine. Donc, dès qu'on va vouloir le lire, on va aller chercher dans la première data page et on va trouver un pointeur avant, un fameux forwarded record, qui va me dire, ah ben non, en fait, l'enregistrement, il n'est pas là, il est dans une autre data page, donc on va aller effectuer d'autres lectures pour aller chercher l'information. Que ce soit de l'espace perdu ou que ce soit du forwarded record, on considère au final que sur un heap, il s'agit tout simplement de fragmentation. Et donc, quand on a des données qui sont fragmentées sur un heap, il convient de défragmenter ce heap. C'est une chose qui est tout à fait possible depuis SQL Server 2008. Avant, c'était vraiment de l'espace perdu. Et depuis SQL Server 2008, vous pouvez récupérer cet espace-là et vous pouvez supprimer les pointeurs avant en faisant un alter table rebuild et non pas un alter index rebuild. L'alter table rebuild va me permettre de défragmenter une table stockée sous forme de heap. Je ne peux pas utiliser l'alter table rebuild sur une table qui n'est pas en heap, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est valable que pour du heap. Donc la première méthode, c'est d'utiliser du heap. Et ça fonctionne très bien, ça correspond à des cas d'usage. Mais c'est vrai que généralement, dans SQL Server, les données sont stockées sous forme d'un index cluster. Alors, ce n'est pas forcément une bonne idée d'ailleurs, parce que la valeur par défaut, le comportement par défaut de SQL Server, tout comme celui de Management Studio d'ailleurs, c'est de mettre un index cluster, c'est d'implémenter la contrainte de clé primaire sous forme d'un index cluster. C'est un tout petit peu dommage dans certains cas, on pourrait parler de ça.
plutôt un volet optimisation. Et donc, quand on a une table stockée sous forme d'index cluster, cela veut dire que physiquement, les enregistrements vont être ordonnés suivant la valeur de la colonne cluster. Imaginons, vous avez un numéro de commande, vous avez décidé de mettre votre numéro de commande en index cluster sur votre table. Dans ce cas, les numéros de commande vont être physiquement triés de manière croissante, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et si vous décidez d'insérer la commande 50, elle doit se trouver à un endroit bien précis. Ce qui va avoir comme inconvénient de potentiellement faire ce qu'on appelle un page split, casser une page en deux parce que l'on doit insérer l'enregistrement à tel endroit. Donc, on va casser la page en deux, on va prendre 50% des données, les mettre dans une autre data page, refaire le chaînage à double sens. C'est énormément de travail. Donc, la notion de page split, quand on a un index cluster strictement croissant, peut être un vrai problème de perf si vous insérez dans le passé. La deuxième problématique que l'on va trouver avec un index cluster pour stocker les données, si votre index cluster est strictement croissant et que vous avez une très forte charge en insert sur votre table, on va se trouver confronté à une problématique dite de hot page. On va tout simplement avoir une contention sur la dernière data page de votre table. Vous pouvez avoir des milliards d'enregistrements en termes d'historique. Ça ne compte quasiment plus parce que toutes les sessions qui veulent faire des inserts vont faire des inserts dans la dernière data page. Et on va se retrouver avec une problématique de page latch. À un instant T, on doit avoir un et un seul processus qui va accéder à la data page en mémoire pour faire l'opération d'insert ou d'update ou de delete, peu importe. Et à ce moment-là, on a un vrai problème de contention. Donc, avoir un index cluster qui va trier physiquement les enregistrements, cet index cluster, s'il est strictement croissant, un identity par exemple, sur une table, on risque de se retrouver avec ce genre de problématique. Le gros inconvénient que moi je lui trouve, c'est quelle colonne doit être index cluster. Je ne dis pas que ça doit être la clé primaire. Au contraire, on a tout un tas d'exemples qui nous montrent que la clé primaire en tant qu'index cluster, c'est un mauvais choix. La problématique étant que SQL Server aime bien avoir un index cluster, donc il va falloir trouver le bon. Et là, pour le coup, ça va être dépendant en fonction des tables. Certaines tables vont avoir probablement des dates en termes d'index cluster. Certaines tables vont peut-être avoir des clés étrangères sur l'index cluster. Dans tous les cas, votre index cluster, essayez de le rendre unique d'une manière quelconque. Ça aidera toujours SQL Server. Mais de là à en faire une primary key, je ne suis pas sûr. Par contre, en termes d'avantages, c'est clairement l'index le plus rapide. Pourquoi ? Parce que quand vous avez fini de traverser votre index cluster, vous êtes directement dans le niveau feuille au niveau des pages de données. Autrement dit, vous n'avez pas de lecture supplémentaire à effectuer pour accéder à la totalité de votre enregistrement. Donc, l'index cluster est réellement l'index qui est le plus performant. Et il est le plus performant pour une opération très particulière qui s'appelle le range scan. Imaginez par exemple que vous ayez une table de facture ou une table de commande avec un index cluster sur la date de facture ou la date de commande. Si vous voulez récupérer toutes les factures du mois d'avril, vous allez pouvoir effectuer une opération de seek pour trouver la première facture au jour le plus tôt dans le mois d'avril, je crois que j'ai dit. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé le premier enregistrement, vous pouvez faire une lecture séquentielle jusqu'à ne plus être dans le mois d'avril. Et cette opération particulière, le range scan, est une opération extrêmement performante qui n'est possible finalement que sur un index cluster. Donc c'est pour ça qu'on essaye de choisir cet index cluster de la meilleure des manières parce que cela a énormément d'impact sur la performance au niveau de la base de données. On conserve les limites
à savoir qu'un enregistrement ne peut pas dépasser 8060 octets. L'index en lui-même, la colonne que vous allez mettre en termes d'index cluster, ne doit pas dépasser 900 octets. Ceci dit, ce ne serait pas une bonne idée. Ce serait beaucoup moins performant que d'utiliser de l'integer, du begin, voire même un GUID qui serait sur 16 octets. Des questions jusque-là? Sinon, il y aura un petit temps à la fin pour les questions, il n'y a pas de souci. On a aussi la possibilité, Annie. Oui, oui, je suis là. Non, pas encore de questions. On attend. Okay. Super, merci beaucoup. Le stockage des données à proprement parler, index cluster ou heap. Ensuite, on a la possibilité de rajouter des index supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être envie, en plus, je dirais, d'avoir un moyen de retrouver rapidement une information. Donc, on va rajouter un ou n index non cluster sur la table. Alors, on l'appelle non cluster. Pourquoi? Parce que cet index-là ne va pas conditionner le tri physique des enregistrements de la table. Par contre, on est bien d'accord qu'à l'intérieur de l'index, les données sont triées. Ça ne change pas. Donc, les enregistrements sont triés à l'intérieur de l'index. Et contrairement à l'index cluster, cette fois-ci, je peux avoir une taille d'index de 1700 octets. Or, c'est une modification qui a été faite relativement récemment dans SQL Server. Par le passé, ce n'était pas le cas. On ne pouvait pas monter à 1700 octets. C'est le cas aujourd'hui. On a un certain nombre d'options. C'est-à-dire que quand on va créer l'index non cluster, on peut créer un index sur une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. Alors attention, la statistique d'index n'est liée qu'à la première des colonnes. Les autres colonnes ne participent pas à la statistique. Autrement dit, il faut absolument que la première colonne de votre index multicolonne soit le plus discriminant possible, avec beaucoup de valeurs uniques. Je vais pouvoir, si je le souhaite, au moins de créer mon index non cluster, rajouter ce que l'on appelle des colonnes incluses. C'est un principe qui est très intéressant pour améliorer la performance en select de certaines colonnes. Pourquoi? De certaines requêtes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va tout simplement pouvoir aller récupérer dans l'index des données sans aller les chercher dans les datas. De la même manière, on peut mettre une condition where, donc un index filtré, ça va me permettre d'exclure certaines valeurs. Et on peut, si on le souhaite, mettre une propriété comme quoi notre index est unique. Donc, le gros avantage, c'est que ça va accélérer la recherche de données. Le gros inconvénient, c'est qu'on va se heurter à la notion de page split, encore une fois, la même que l'on a vu tout à l'heure. Toujours la problématique de type hot page. Alors là, on sera plutôt sur du intent update et de l'intent exclusive lock. Donc, on ne sera pas sur un niveau feuille, mais sur des niveaux intermédiaires. Et un des gros inconvénients, c'est que l'on a droit qu'à 999 index non cluster sur une table. Mais n'essayez pas, ce n'est pas une bonne idée. Qu'on soit bien d'accord, la surindexation d'une table, ce n'est pas une bonne chose. Donc, on va se retrouver avec des tables sous forme de heap, des tables sous forme d'index cluster et des index non cluster qui peuvent être basés sur des heaps ou sur des tables index cluster. Et donc, à présent, on va pouvoir parler des opérations, les vraies opérations de lecture sur ces données. Le scan, le seek et le lookup. L'opération de scan, si la souris veut bien marcher. L'opération de type scan peut être effectuée sur un index cluster, sur un heap, dans ce cas, ça va être un table scan, ou bien sur un index non cluster. Quand on dit opération de scan, cela veut dire qu'on va lire l'intégralité de la table, de l'index cluster ou de l'index non cluster. En tout cas, SQL Server va faire une opération comme quoi il voudrait lire l'intégralité. Maintenant, si vous mettez select top 1 from une table, on aura une opération de scan, mais SQL Server s'arrêtera de suite après avoir lu le premier enregistrement. Mais si on ne met rien de particulier, pas de condition where, pas de top,
le scan va lire l'intégralité des données. Comment est-ce que cela se traduit d'un point de vue Transact SQL? Donc, on va retourner dans la base de données AdventureWorks 2017. Je vais prendre mon plan réel, donc mon plan actuel, plan d'exécution. La table Database Log est une table qui n'a pas d'index cluster. Et quand je regarde le plan d'exécution, je me retrouve donc avec la notion de table scan. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un heap. Donc, quand je lis la totalité d'un heap, j'ai une opération de type table scan. Si je vais fouiller dans les statistiques d'usage de mon index, je vais pouvoir voir le fait que j'ai fait une opération de scan. J'ai lu l'intégralité de ma table. Si par contre, je m'amusais à mettre un petit top 1, j'aurai toujours une opération de scan. Je n'ai pas lu cette fois-ci l'intégralité, mais c'est toujours référencé comme une opération de scan. Je dois lire l'intégralité de mes données. Si cette fois-ci, je travaille sur une table qui possède un index cluster, au niveau du plan d'exécution, j'ai maintenant ici cluster index scan. D'un point de vue de la symbolique, il y a des toutes petites parenthèses qui sont notées. Vous retrouvez ces parenthèses dans la liste des index d'une table sur l'index cluster. Donc, les parenthèses sont un petit marqueur qui vous permet d'identifier rapidement un index cluster. Mais l'opération est clairement affichée, cluster index scan. Et encore une fois, si on va voir dans les statistiques d'usage, on voit ici une opération de scan sur mon index. Index cluster, index ID numéro 1. Ce sera toujours comme ça. Pour une table stockée sous forme de heap, le heap a toujours un index ID est égal à 0. Cela ne changera jamais. Dernier cas de figure, le non-cluster index scan. Je vais travailler ici sur ma table personne.adresse. Je n'ai pas de condition where, je vais lire toutes les données encore une fois, donc c'est bien une opération de scan. Et quand je regarde mon plan d'exécution, j'ai bien un non-cluster index scan sur l'index qui va bien. Et encore une fois, si je vais visualiser mes statistiques d'usage, je retrouve les informations comme quoi j'ai effectué un scan sur un index particulier qui a comme index ID numéro 3, donc on sait que c'est un index non cluster. Donc les trois opérations de scan, qu'il s'agisse d'un heap, j'ai pas affiché, voilà. Qu'il s'agisse d'un heap, donc un table scan, qu'il s'agisse d'un index cluster, cluster index scan, ou d'un index non cluster, je suis censé lire l'intégralité de ma table. Si pour une raison X ou Y, vous avez mis un top, ce sera toujours la même opération, mais qui sera interrompue. Deuxième opération, la notion de seek. Quand on effectue un seek, on va rechercher de manière très précise un enregistrement. Et en fait, on va le rechercher à l'intérieur du B-tree, donc de l'arbre balancé de l'index, par dichotomie en fait, tout simplement. Donc, on va retrouver des opérations de type cluster index seek et non cluster index seek. Je n'ai pas d'opération seek sur une table stockée sous forme de heap, cela n'existe pas, puisqu'il n'y a pas d'ordre, donc il n'y a pas un index au-dessus de la data. Si je reviens sur les démos, toujours dans ma base de données AdventureWorks, cette fois-ci sur la table Sales Order Header, je vais donner un numéro de commande. Donc ça va me donner le résultat. Je regarde mon plan d'exécution. J'ai bien un cluster index seek et on a toujours les parenthèses pour signifier qu'il s'agit de l'index cluster. Donc, je suis allé chercher de manière très précise un enregistrement à l'intérieur de ma table. Dans ce cas-là, un enregistrement à l'intérieur de ma table. Le seek est extrêmement rapide. Je vais commencer la lecture par ma page racine.
je vais trouver une information qui va me guider dans une page de niveau intermédiaire qui va me dire, en fait, l'enregistrement, il est à tel endroit, dans telle page de niveau feuille. On arrive dans la page de niveau feuille, on est sur un index cluster, on a la totalité des données, on peut renvoyer la donnée. Donc, l'opération de type seek sur un index cluster va être tout simplement notée ici dans la colonne user seek de la table Sales Order Reader pour l'index ID numéro 1. Si je travaille maintenant sur un index non cluster, je vais obtenir encore une fois une information. Je regarde ici mon plan d'exécution. J'ai bien un index seek sur un index non cluster. Il s'agit de l'index IX quelque chose. Si je vais visualiser les statistiques d'usage de cette table, je retrouve bien ici un seek sur cet index bien particulier. Et si je le réexécute une deuxième fois, j'aurai un deuxième seek, un troisième seek, un quatrième seek, etc., etc. Ce qui veut dire, au final, que si vous voulez connaître quelles sont les tables qui sont le plus utilisées en termes de lecture, en seek, en scan, vous pouvez utiliser Index Usage Stat. Vous aurez les informations pour tous les index, cluster, non cluster, ainsi que les heaps. Vous aurez la liste des tables les plus utilisées en lecture. Si par contre vous regardez la colonne User Update, par update on entend écriture, qu'il s'agisse d'un insert, d'un update ou d'un delete. Dans ce cas, vous saurez quelles sont les tables qui subissent le plus d'écriture. Donc, quand vous avez énormément d'updates et pas de lecture, posez-vous la question, est-ce que l'index est utile? Est-ce que l'index est utile? Est-ce que je dois le conserver? Si par contre, vous faites beaucoup d'écriture, mais qu'à côté de ça, vous faites beaucoup de lecture, gardez votre index, il vous sert très souvent. On a vu le scan, on a vu le seek. La dernière opération, qui est assez particulière, c'est une opération que l'on appelle le lookup. Historiquement, on appelait ça le bookmark lookup, qui se divise en deux catégories. La première, le read lookup, pour une table stockée sous forme de heap. Et la deuxième, ça va être le key lookup, pour une table stockée sous forme de l'index cluster. Et donc, quand on a une table stockée sous forme de heap, rien ne m'empêche de créer un index non cluster sur cette table. Donc, je vais avoir ici un index ID strictement supérieur à 1, donc supérieur ou égal à 2. D'ailleurs, c'est un supérieur ou égal à 2. Et donc, on va venir rechercher à l'intérieur d'un index non cluster la liste des lignes que je dois renvoyer. Et à l'intérieur ici de la page, pardon, je n'ai pas fait la symbolique qui allait bien, à l'intérieur de la page feuille de mon index non cluster, je vais retrouver une information stockée sous forme de row ID qui va me dire, en fait, cet enregistrement, il est à telle adresse, à tel endroit. Le row ID est stocké sous forme numéro de fichier, numéro de data page et offset dans la data page. Autrement dit, j'ai un pointeur très précis qui va me dire cet enregistrement, il est dans cette data page du heap. Et du coup, SQL Server va pouvoir me renvoyer l'information. Quand je regarde le lookup, on va prendre le plan d'exécution. Je vais me mettre dans ma base de données et on va effectuer un read lookup. SQL Server a renvoyé un seul enregistrement et j'avais voulu l'enregistrement de database log ID numéro 1. Ok, voilà, ça me donne cette information. Qu'est-ce qu'il s'est passé? On a d'abord utilisé un index seek sur l'index non cluster, sur la colonne log ID. Donc, SQL Server a fait un seek à l'intérieur de cet index pour dire quelles sont les lignes qui correspondent à database log ID numéro 1. Il y a un certain nombre de lignes qui sont ressorties de ce prédicat. Et ensuite, on a fait ici ce qu'on appelle un nested loop, une boucle imbriquée, pour dire
pour chacun des enregistrements qui sort de l'index SIC, je vais aller chercher les informations où? Dans le heap. Donc, je vais effectuer un read lookup. J'ai l'adresse exacte, numéro de fichier, numéro de data page, offset à l'intérieur de la page. Je vais chercher les informations que je dois remonter dans mon select, l'intégralité de mon enregistrement dans ce cas précis. Donc, quand on effectue un read lookup, au niveau index usage stat, on va avoir ici l'opération user lookup est égal à 1. Donc, je retrouve ici un user seek est égal à 1 sur mon index non cluster plus un lookup. Si je réexécute une deuxième fois cette commande et que je vais voir les statistiques d'usage, j'ai bien 2 seek et 2 lookup, etc., etc. En général, je peux très bien faire des seek sans le lookup, mais ça veut dire dans ce cas que les informations que je vais renvoyer au niveau ici de mon select sont contenues dans l'index. Si je ne renvoie que mon log ID, dans ce cas, je n'ai plus besoin d'aller faire le lookup. Je vois ici, lookup est resté à 2 alors que user-seek est monté à 3. Si j'avais des colonnes incluses dans mon index non cluster, je n'aurais pas besoin d'aller chercher l'information dans les datas, dans le heap, dans ce cas précis. Le read lookup est extrêmement intéressant parce qu'on a un pointeur direct vers la donnée. La deuxième possibilité, c'est d'effectuer un key lookup. Et quand on a un key lookup, encore une fois, on va utiliser un index non cluster pour obtenir un certain nombre de lignes à traiter. Et ensuite, pour chacune des valeurs présentes dans l'index non cluster, on va aller dans l'index cluster de la table et effectuer encore une fois la recherche pour renvoyer l'enregistrement ou les enregistrements qui nous intéressent. Cette opération peut être relativement longue parce que suivant le nombre d'enregistrements que l'on va avoir dans la table, cela va prendre un certain temps de traverser les niveaux et donc augmenter le nombre de lectures que je vais faire pour satisfaire à ma requête select. Si je reviens sur l'exemple, je vais travailler ici sur la table Sales Order Header qui est stockée sous forme d'index cluster. On a créé un index non cluster sur la colonne Customer ID. Je renvoie en termes d'information Sales Order ID, Customer ID, Order Date. Je regarde mon plan d'exécution. Mon plan d'exécution me dit que je fais d'abord un index SIC sur un index, on va le vérifier, mais qui doit être l'index sur Customer ID. Et SQL Server, hop, on voit ici l'opération. Il s'agit bien d'un index SIC sur l'index non cluster. On a un nombre estimé d'enregistrements à 2,6. On va dire que c'était 3 enregistrements, puisqu'on le voit ici en actual number of rows, si la flèche vient arriver. Et donc, une fois que j'ai la liste de mes 3 enregistrements, je sais aussi que cet index-là a renvoyé comme information, output list, le Sales Order ID et le Customer ID. Donc, j'ai déjà 2 colonnes sur les 3. Sales Order ID, Customer ID. Il me manque Order Date. Pour obtenir Order Date, SQL Server a donc fait un key lookup. Il a donc utilisé l'index cluster pour aller chercher l'information manquante, à savoir Order Date. Et quand on regarde le key lookup, en termes, si la souris et le zoom it veulent bien marcher, en termes d'output, j'ai bien ici la colonne Order Data. Et cette opération-là a été effectuée 3 fois, tout simplement parce qu'il y avait 3 enregistrements qui sortaient de l'index SIC. Donc, pour chacun de ces 3 enregistrements, j'ai été lire les données dans la table Sales Order Header, dans l'index cluster.
Si je regarde les statistiques d'usage, on retrouve index seek, user seek, pardon, 1, user lookup 1. Je réexécute la commande. User seek 2, lookup 2. On a bien utilisé l'index pour rechercher un certain nombre de lignes à traiter. Et ensuite, on a fait un keylookup. Et le keylookup doit traverser tous les niveaux que l'on a à l'intérieur de l'index. Si notre table est une toute petite table, cela va aller assez vite. Mais plus on va augmenter le nombre de lignes, plus cela va coûter. Si je rajoute ce que je viens de faire, les statistics IO, le nombre de lectures que j'ai effectuées pour satisfaire à ma requête. Je vois ici 11 reads. En fait, ces 11 reads se répartissent de quelle manière? Alors là, je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration. Elle est présente dans le dernier fichier qui sera fourni. Mais typiquement, qu'est-ce qui s'était passé? J'ai été rechercher un certain nombre de lignes, ces 3 enregistrements-là. Donc là, je suis dans l'index non cluster. Dans mon index non cluster, j'ai retrouvé qu'il y avait pour le client 11002 un certain nombre de commandes. D'ailleurs, j'ai décalé le petit carré. J'ai un certain nombre de commandes de Sales Order ID à aller rechercher. Ce qui fait que, une fois que j'ai terminé les 2 reads, puisque j'ai bien un premier read sur une data page, un deuxième read sur une deuxième data page d'index non cluster, pour chacun de ces 3 enregistrements, je vais aller dans l'index cluster pour chercher la valeur de l'enregistrement qui va bien. Et ça va me donner la valeur de l'enregistrement. Mais comme j'ai 3 enregistrements, j'ai donc la page racine, la page intermédiaire et la page feuille. J'ai donc 3 data pages sur mon index cluster. Je vais traverser 3 niveaux. J'ai 3 niveaux, 3 reads, 3 enregistrements, 3 x 3, je suis à 9 reads, plus les 2 lectures sur l'index non cluster. On revient bien aux 11 lectures qui ont été nécessaires. Donc en fait, SQL Server, en fonction de ce coût, va déterminer est-ce que je dois utiliser l'index non cluster ou bien, dans certains cas, si on a trop d'enregistrements à retourner, on va ignorer l'index non cluster et retourner directement faire un cluster index scan et retourner la totalité des enregistrements et filtrer au moment où on va ressortir les records, les enregistrements. Annie, je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que tu peux me confirmer? Oui, oui, il reste 15 minutes. 15 minutes? Oui, on aura le temps des questions du coup. Impeccable. Désolé, 10 minutes, pas 15, désolé. Non, mais c'est bon, on était bon. J'avais gardé du temps pour les questions. Okay. Donc, en termes de conclusion, en fait, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la modélisation physique d'une base de données a vraiment son importance. Alors, je ne dis pas que la modélisation au sens logique, le design des tables, ce n'est pas important. Non, non, ça reste toujours vrai. Mais le fait de dire que l'on va implémenter physiquement une base de données sous forme de plusieurs fichiers, donc augmenter le nombre de pages PFS, GAM, SGAM, va clairement avoir une importance au niveau de la suppression de certains goulots d'étranglement. La deuxième chose qu'il faut retenir de cette session, c'est qu'il ne faut surtout pas confondre la notion de clé primaire et d'index cluster. La clé primaire, c'est une contrainte qui dit valeur unique et non nulle. L'index cluster, lui, me trie physiquement les enregistrements dans une table. Point. Il se trouve que dans SQL Server, le comportement par défaut est d'implémenter la contrainte de clé primaire sous forme d'un index cluster. Mais ce n'est pas immuable. Au contraire, on peut vraiment avoir d'énormes gains de performance en choisissant par exemple une foreign key en termes d'index cluster et d'implémenter la contrainte de clé primaire sous forme d'un index non cluster. Donc tout ça, ça fait partie de la modélisation au sens logique. Donc
La modélisation physique a de l'importance, la modélisation logique a clairement de l'importance. Ce qu'on peut aussi retenir, c'est que la taille des types de données que l'on va utiliser est très importante, encore une fois. On ne va pas s'amuser à mettre des types de données très très gros pour le plaisir. Parce que si vous utilisez des types char de 500, forcément, vous allez, j'allais dire quelque part, probablement perdre de l'espace. Mais même si vous utilisez du varchar, ok, quand j'utilise du varchar, je ne vais pas stocker l'intégralité du champ. Parce que s'il y a pas plus de 10 caractères, le varchar de 500 ne pèsera pas beaucoup plus que 10 octets. Par contre, quand SQL Server va devoir estimer la mémoire nécessaire pour exécuter la requête, il ne va pas s'amuser à regarder dans chacun des enregistrements quel est le nombre d'octets présents dans les champs de longueur variable. Et donc, il va faire une moyenne. Si vous avez un varchar de 100, il va partir du principe qu'en moyenne, le champ comporte 50 octets. Ce qui veut dire derrière, c'est que si vous travaillez sur des millions d'enregistrements, fois 50 octets pour ce champ-là, plus un autre, plus un autre, plus un autre, vous allez vous retrouver avec une consommation de mémoire qui va être relativement importante. Donc, un des premiers réflexes que l'on doit avoir en termes d'optimisation, c'est de tailler au mieux les types de données que l'on va avoir dans les tables. La fragmentation. On a parlé de la fragmentation quand on était sur un heap, donc l'espace perdu. On a aussi de la fragmentation quand on a un index cluster, mais le nom cluster va suivre la même règle. Pourquoi? Parce que quand on va insérer, si j'insère dans le passé, je provoque du page split. C'est la fragmentation. Ce n'est pas forcément votre ennemi. La fragmentation est vraiment néfaste quand on fait des lectures complètes, quand on fait des scans. Si vous faites des seeks pour aller rechercher de manière unitaire un ou deux enregistrements, la fragmentation ne vous posera pas forcément un problème de perf. En tout cas, pas directement. Indirectement, probablement parce que vous allez perdre de l'espace, mais de manière directe, non, vous n'allez pas perdre de performance. Voire même au contraire, dans certains cas, une table fragmentée, donc une table entre guillemets qui aurait des trous un tout petit peu partout au niveau de son stockage, va permettre d'encaisser une charge en insert plus importante. Imaginez par exemple une table qui aurait, le cas extrême, un GUID en tant qu'index cluster. Le GUID n'a rien de séquentiel. Et donc je vais insérer une fois au début, une fois à la fin, une fois au milieu de ma table, et je vais générer des trous partout. Ma table va être extrêmement fragmentée. Dans certains cas, ça peut être bénéfique parce que le fait qu'elle soit fragmentée, je vais donc avoir de l'espace libre dans beaucoup de data pages. Alors oui, ça pèsera beaucoup plus sur disque, ça pèsera beaucoup plus en mémoire, mais je vais peut-être limiter quelque chose qui m'aurait posé un problème, le page latch. Donc tout ça, ce sont des choses qui se valident sur des environnements de test, des environnements de dev, de manière à ce que le jour où vous passez en production, vous n'ayez pas de problématique de performance. La dernière chose, l'optimiseur de requête de SQL Server est basé sur le coût. Ce qui veut dire, c'est que si vous mettez des index non cluster sur vos tables et que ces index non cluster ne sont pas utilisés, il y a peut-être une bonne raison. Peut-être le type de données que vous passez dans SQL Server, sur un paramètre de requête ou de procédure stockée, ne correspond pas à celui de la colonne. Dans ce cas, vous rentrez dans un type de requête non sargable. Et dans ce cas, SQL Server risque d'ignorer probablement l'index que vous avez positionné spécifiquement pour cette requête, ou dans le meilleur des cas, il fera un index scan au lieu d'un index seek. La deuxième chose, c'est que si votre index ramène 50% des données de la table, peut-être que ça ne va pas intéresser SQL Server parce que derrière, faire un nested loop sur des millions d'enregistrements va coûter très très cher. Donc, un index que vous allez créer, vérifiez toujours son utilité au travers des statistiques d'usage. L'optimiseur est basé sur le coût. S'il considère que ça lui coûte trop cher d'utiliser l'index, il ne va pas l'utiliser. Annie, des questions?
Petit problème réseau. Annie, es-tu avec nous? Je regarde dans les commentaires. Ah, je vois des choses dans les commentaires. Alors, du coup, je vais enchaîner sur ce que je vois. Il y a une question de Joseph. Est-ce que l'on peut insérer un XML index dans un index cluster? Non, honnêtement, techniquement, j'avoue, je n'ai pas regardé, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que jamais je ne mettrai de l'XML dans un index cluster. Si vous voulez mettre des index de type XML, c'est des types très particuliers, oui. Mais attention, encore une fois, l'XML est quelque chose de très particulier. Personnellement, je fais très attention à l'utilisation du XML dans SQL Server. Il y a un énorme surcoût en termes de CPU. Du coup, ça a un impact sur le prix de la licence de SQL Server. Donc, faites toujours attention à cette problématique-là. Pour moi, les colonnes à indexer sont des colonnes qui sont relativement courtes, des types integer, des dates. Si vous voulez mettre du char varchar, oui, ok, mais avoir un index sur des colonnes varchar de 5000, de 8000, c'est pas forcément une bonne idée. Donc pour l'XML, je déconseille fortement. On a des index spécifiques pour la partie XML, il vaut mieux utiliser cela. Une petite question de Safeya. Je voudrais encore comprendre la différence entre include et inclure les colonnes dans l'index. Les index include, c'est exactement ça. Ah, d'accord. Est-ce que je le mets les colonnes dans la zone de recherche ou dans l'include? Si en fait tu veux profiter d'une opération de type seek, donc une recherche très spécifique, dans ce cas, il faut que tes colonnes soient dans la zone de recherche de l'index, donc dans les colonnes, on va dire, normales. Si tu les mets dans la partie include, ces colonnes-là ne participent pas au seek. Par contre, cela ne veut pas dire que SQL Server ne va pas réaliser une opération de scan sur ton index non cluster. La colonne étant incluse dans l'index, elle va être renvoyée à l'issue du scan. Et donc, ensuite, SQL Server va pouvoir effectuer un prédicat de recherche, en gros un filtre a posteriori, pour évacuer les enregistrements qui correspondent ou qui ne correspondent pas à ce que tu aurais mis sur ces colonnes-là, qui sont dans la partie include et qui ne sont pas dans les colonnes de recherche directe. Est-ce que j'ai loupé des questions au passage, Annie? Est-ce qu'on peut insérer un XML index dans un index cluster? Alors, j'ai répondu juste avant. On te voyait venir et repartir, un petit problème réseau. Oui, effectivement. Non, il n'y a pas d'autres questions. Ok, super. Donc, c'est vraiment, ça a été une présentation géniale. Donc, je crois effectivement que les auditeurs en ont été vraiment édifiés. Et merci beaucoup, Christophe, de nous avoir gâtés encore une fois cette année. Et on vous attend déjà l'an prochain. Donc, c'est toujours un plaisir de vous avoir et parce que vos présentations sont vraiment toujours été géniales et le sont encore et le seront encore. Donc, merci à tous. Data Driving Community vous remercie pour votre participation, pour votre contribution à faire de cet événement ce qu'il est aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci encore. Merci à tous. Bonne journée à tous. Merci à vous aussi.